Bonjour, Fabrice Jordan pour les Portes du Tao, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année aussi à ceux que je n'ai pas revus avant ça, c'est la première vidéo de cette année. Alors j'ai lancé un tout petit sondage dans le groupe Telegram de la Métao. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y abonner, c'est gratuit. Je pense que ça sera dans le descriptif de cette vidéo. Et en demandant en fait les thèmes que les gens voulaient que je traite dans les prochaines vidéos, il y en a un certain nombre qui sont sortis que je vais traiter dans les prochaines semaines. Le premier que j'ai choisi de traiter, c'est celui des mantras et mudras dans les arts taoïstes. Alors, vous savez que le taoïsme est une voie qui est très ancienne, au même titre que le bouddhisme, que l'hindouisme, que le christianisme. Et évidemment, le système des arts taoïstes, ou le taoïsme en général, a été créé à une époque où la pensée était encore de la pensée magique. Toutes les voies spirituelles qui ont été créées à cette époque comportent toutes un aspect que personnellement j'appelle yin, c'est-à-dire des aspects liés au ralentissement, à l'introspection, à l'acceptation, à l'intériorisation, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a aucune voie née dans ces années-là et dans ces époques-là qui n'était pas associée aussi et en même temps à des aspects yang, c'est-à-dire des aspects en général rituels ou ésotériques. Le passage en fait à la modernité aujourd'hui et le fait qu'on a accès à toutes les cultures et qu'on peut incorporer aujourd'hui toutes les cultures du monde fait qu'évidemment on les a accueillis dans le niveau de pensée qui est le nôtre actuellement et qui a un niveau de pensée qui est rationnel. Aujourd'hui, le 50% de la population, enfin voire plus, on a aujourd'hui 250 ans, 300 ans après les Lumières et l'avènement de la rationalité. Donc, on interprète tout ce qu'on importe au travers, entre autres, de ce filtre. Et donc, qu'est-ce que ça a fait quand on a importé les arts taoïstes? Eh bien, ça veut dire que si on regarde les arts taoïstes ou n'importe quelle, disons, spiritualité très ancienne au travers du filtre de la rationalité pure, et qu'on ne regarde qu'à travers ce filtre-là, évidemment, on va accepter assez volontiers des choses qui sont de l'ordre de pratiques corporelles, d'introspection, etc. Ça va avec la méditation qu'on voit aujourd'hui partout, la méditation de pleine conscience, ça rentre même aujourd'hui dans nos universités, c'est dire à quel point c'est rationnel ou compatible, si je peux dire. Par contre, évidemment, qu'est-ce que la rationalité n'accepte pas? Souvent, c'est toutes les choses rituelles parce qu'on considère que c'est superstitieux. Eh bien, en fait, c'est très dommage pour les pratiquants d'aujourd'hui de laisser de côté la moitié, je dis bien la moitié, de l'efficacité de pratiques qui ont été élaborées sur près de 2000 à 2500 ans. Et si on a gardé, en tout cas, là je vais parler de la Chine, mais si on a gardé ces deux aspects, aspect yin et aspect yang, ou aspect introspectif et aspect rituel, tout au long de ce timing-là, c'est parce que c'est efficace. Et la combinaison des deux est extraordinairement synergique et donc augmente de beaucoup l'efficacité. C'est quasiment au carré par rapport à quand on décorrèle les deux et qu'on ne garde qu'un des deux aspects. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que, entre autres, par exemple, dans ces rituels, on utilise ce qu'on appelle des mantras, donc c'est Zhou en chinois, parfois traduit aussi par incantation. Personnellement, aujourd'hui, j'utilise plutôt le mot mantra, parce qu'il est plus connu, parce que si on le traduit, un mantra, c'est une parole ou quelque chose qui est verbalisé, qui a un pouvoir spirituel, et donc un pouvoir de transformation sur le pratiquant ou la pratiquante. Donc Zhou, et quand on regarde l'idéogramme qu'on vous affichera dans la vidéo, vous voyez en fait deux bouches qui chantent au-dessus d'un autel. Donc ça montre aussi un petit peu ce qui était véhiculé par cette idée-là. Ça peut être des mantras qui sont faits seuls ou aussi en groupe. Et les mantras utilisent en fait le son ou la puissance de la vibration du son et aussi de la parole, hein, d'une certaine manière, dans l'idée de provoquer une transformation. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose dans le son qui vient faire vibrer les cellules, résonner les cellules, d'une part dans la vibration elle-même, mais dans le rythme aussi. Il y a quelque chose d'incantatoire là-dedans, de l'ordre presque de la transe quand c'est fait pendant un certain temps. Et vous savez qu'aujourd'hui, les études modernes montrent que la transe, les rituels n'activent pas du tout les mêmes zones cérébrales que les zones de la méditation.
c'est d'autres zones. Et c'est pour ça, là, on voit aussi la modernité nous permet de mieux comprendre pourquoi les traditions ont gardé les deux pendant 2500 ans. Parce que les Chinois, entre autres, sont extrêmement pragmatiques et s'ils avaient vu qu'il y avait une des deux méthodes ou un des deux aspects qui était inutile, je vous garantis, ils n'auraient pas gardé. Ils sont beaucoup, beaucoup trop pragmatiques pour ça. Donc, s'ils l'ont gardé, c'est qu'il y a une raison et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, un des grands moyens qu'on utilise de manière conjointe, par exemple avec certaines pratiques méditatives, eh bien, c'est des mantras qui viennent rajouter quelque chose. Mais ce n'est pas juste, vous voyez, rajouter pour rajouter une cerise sur un gâteau, en fait. Le but, ce n'est pas d'en faire plus. Non, le but, c'est de créer une synergie qui, en réalité, permet de provoquer plus de transformation avec moins d'énergie. Et c'est en ce sens-là que c'est incroyablement rationnel, le fait d'utiliser les deux en même temps. Et on va comprendre après pourquoi. Et l'autre, un des deux autres aspects qui est utilisé fréquemment, c'est les mudras, c'est-à-dire des gestes de main qui sont, par exemple, utilisés en même temps qu'on fait certaines pratiques méditatives. Ça donne des trucs voilà, qui peuvent être plus ou moins compliqués, mais qui sont incroyablement puissants en termes de transformation. Donc, la question, c'est pourquoi on s'en passerait en réalité ? C'est juste dommage de dire que ça n'existe pas simplement parce que éventuellement on n'a pas reçu l'enseignement, parce que quelqu'un à un moment donné dans la chaîne a décidé que c'était de la superstition ou inutile. Maintenant, regardons au travers de la modernité pourquoi ces instruments sont incroyablement efficaces. Et il y a une chose peut-être qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont on est configuré quand on se regarde de l'extérieur, par exemple quand vous regardez comment je suis configuré au travers de cette caméra, ce n'est pas du tout la même manière qu'a le cerveau de nous envisager. Les parties qu'on voit ici sont codées au niveau cérébral et cognitif d'une manière très différente que ce que nous montre notre œil. Alors, les scientifiques ont réussi un peu à modéliser la manière dont le cerveau ou l'aspect cognitif engramme, si vous voulez, notre corps. Et quand on le regarde, on parle, sous cette forme-là, on parle d'homonculus. Et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà l'homonculus, et ça c'est la manière avec laquelle le cerveau se représente notre corps. Alors regardez un tout petit peu déjà, on va juste voir ça. Regardez la taille des mains par rapport au reste du corps. En fait, les mains sont codées au niveau cognitif et cérébral à la grandeur d'un parasol de plage en rapport au reste de la surface corporelle. Et donc vous voyez bien que l'importance qu'a la main pour le cerveau dans son intériorité, pour notre corps dans son intériorité, est monstrueuse par rapport à la main qu'on voit réellement. Et vous comprenez pourquoi, quand maintenant, déjà vous comprenez pourquoi les smartphones, par exemple, ont tellement bien marché. Les scientifiques, je doute qu'ils ignoraient ce genre de choses. Steve Jobs, quand il a lancé l'iPhone, ils ont utilisé ça. C'est que vous mettez quelque chose dans les mains d'êtres humains qui ont développé évidemment l'opposition du pouce, parce c'est pour ça que la main s'est développée à ce point-là. Eh bien, c'est incroyablement efficace, soit pour créer une addiction, comme dans le cas des smartphones, soit pour être, si on l'utilise de manière intelligente ou à d'autres fins, soit pour créer une transformation. Parce qu'une information qui passe par la main a un impact au niveau cognitif qui est infiniment plus grande que quelque chose qui passerait par, j'en sais rien, la jambe droite, par exemple, en fait. Donc, pourquoi les traditions ont gardé les mudras, à votre avis? À cause de ça. Ce n'est pas compliqué à comprendre. En fait, ils ont eu l'intuition, j'imagine, je ne sais pas exactement comment, mais par des pratiques introspectives, certainement, que le câblage de la main ou les gestes de la main étaient capables, à cause de ça, en fait, de produire un effet cérébral et cognitif bien plus grand que certaines pratiques corporelles qui travailleraient en périphérie. Alors, ça, c'est le premier élément, et ça concerne les mantras, c'est-à-dire ces formes de mains particulières qu'on prend dans certaines pratiques, soit rituelles, mais surtout aussi méditatives. Et regardez, le deuxième organe qui est monstrueux par rapport à son visuel réel, c'est la bouche. Et pourquoi? En fait, c'est pas malin de deviner pourquoi, parce que
regardez, si on nous mettait maintenant, nous, dans la jungle et qu'il fallait qu'on se démerde pour manger, on aurait besoin de quoi? On a besoin d'une main, bon, on a besoin de courir aussi pour échapper aux prédateurs, mais disons que ce que la nature a privilégié, c'est la main, c'est-à-dire la préhension pour pouvoir amener les choses à la bouche, pour pouvoir se nourrir et manger. Donc, et vous savez que le corps humain est encore basé sur la préhistoire d'une certaine manière. Il n'a pas eu le temps d'évoluer à la même vitesse que notre culture, nos cultures. Et donc, c'est pour ça qu'on a tellement de peine aujourd'hui, parce qu'on se balade dans la vie avec ça, en toile de fond, alors qu'on a une culture qui voudrait nous amener dans des territoires qui sont complètement différents. Et l'intellect, pas très développé. Hein, pas très développé. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on utilise les mantras maintenant, c'est-à-dire la bouche, en fait, pour produire quelque chose, eh bien, on vient activer le deuxième système le plus important de l'homonculus, de la projection cognitive et cérébrale. Et pas besoin de vous dire que quand on fait ça, et qu'en plus on rajoute un mudra, donc un geste de la main, mantra, mudra, eh bien regardez, on active en fait à peu près juste avec ces deux choses, je pense 50 à 60% de tout l'aspect cognitif cérébral et profond, quoi, si vous voulez. Donc maintenant, dites-vous que pour des raisons idéologiques, parce qu'en effet c'est une idéologie de dire oui, mais ça c'est superstitieux, eh ben vous dites non, moi je ne fais pas de mantra, pas de mudra, ça ne veut rien dire, c'est des conneries, c'est dépassé. Ben, en fait, voilà de quoi vous vous privez pour votre pratique. Alors après, il ne faut pas vous étonner que ça vous prend des plombes pour réaliser un certain nombre de choses dans les transformations internes, dans l'alchimie interne, si vous vous privez de deux des instruments les plus importants de la pratique. Voilà, donc c'est pour ça que personnellement, j'aime bien utiliser les deux visions de manière conjointe, c'est-à-dire une vision de la modernité, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui faire sans la modernité. Je pense que c'est, de mon point de vue, hein, c'est une erreur. Mais d'un autre côté, jeter la tradition qui a gardé des choses pendant plus de 2500 ans sans se demander pourquoi ils l'ont fait, c'est aussi une grave erreur de mon point de vue. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement de marier les deux et de regarder presque ça d'une manière un peu scientifique en se disant, tiens, bah, voilà, si on est neutre, si on ne juge pas trop vite, pourquoi une tradition en particulier a gardé certaines pratiques tellement longtemps? Des fois, c'est culturel, mais il faut quand même vous dire que les gens qui ont créé ces pratiques, leur but, ce n'était pas d'impressionner la galerie, hein, pas du tout. C'était vraiment une question de transformation profonde, transformation intérieure, de rapport au réel, avec un R majuscule, donc à Dieu, à la déité, à Bouddha, à ce que vous voulez, au Tao, au fond du réel. Et en fait, leur seule préoccupation, c'était ça. Et la deuxième préoccupation, c'était comment être aussi efficace que possible pour aller vers ça. Et donc, effectivement, ils ont utilisé des mantras, des mudras. Je parlerai des bukangs, c'est-à-dire des marches, dans une autre vidéo. On m'a aussi posé cette question dans un des sujets qui a été proposé, parce que c'est aussi quelque chose qui peut nous remettre en contact avec ce cognitif extrêmement profond et qui est capable de créer des choses ou créer de la transformation, de nourrir nos pratiques de transformation alchimique de manière incroyablement efficace. Voilà, donc c'est pour ça. En général, quand vous allez en Chine, vous verrez rarement, moi honnêtement, j'en ai jamais vu, quand on rentre dans une lignée, un maître ou une maître qui nous enseigne par exemple qu'une technique méditative. Ça n'existe pas. On vous enseigne toujours une technique méditative, une forme ritualisée pour entrer en méditation et pour en sortir, un mantra associé à ce stade de la pratique, un mudra associé à ce stade de la pratique, parfois une marche ritualisée pour entrer dans la pratique et souvent un talisman dont l'onde de forme ou la fréquence, si vous voulez, répond au stade de pratique en question. Et en fait, en mettant tous ces éléments ensemble, c'est comme si on a un élément principal, qui est la pratique, par exemple, méditative, auquel on rajoute quelques enzymes qui, en soi, peuvent paraître dérisoires parfois, ou peu importants, mais qui, en réalité, sont les éléments principaux qui font que la transformation a lieu ou n'a pas lieu. Voilà. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails des mudras, des mantras, parce qu'il y en a en fait des centaines, des milliers même. Ça va dépendre des traditions, ça va dépendre des écoles particulières dans lesquelles vous êtes.
Mais ce qui est sûr, c'est que chaque mantra mudra a une signification particulière dans un contexte particulier et que ce qui va déployer son efficacité, c'est d'une part le système cognitif sur lequel il est assis, le mantra mudra, et la cohérence globale de la lignée ou de l'enseignement global que vous recevez. Quand on met les deux ensemble, c'est incroyablement puissant comme effet. Et moi, je vous encourage à aller un peu chercher ces éléments dans vos pratiques au cas où vous ne les auriez pas encore à disposition. Mais demandez à vos profs, dites que vous savez que ça existe et de temps en temps, il faut un petit peu les challenger, quitte à ce qu'eux-mêmes aillent demander à leur maître ou à leur propre professeur. Donc voilà le rôle des mantras, des mudras dans la tradition. Et dans une prochaine, j'expliquerai un petit peu le rôle des marches aussi ou d'autres mouvements rituels qu'on utilise de temps en temps. Alors, si cette vidéo vous a plu, que vous la trouvez utile, n'hésitez pas à la partager. Si les sujets qu'on traite ici vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, de mettre un commentaire aussi si vous voulez que je traite d'autres choses dans les prochaines vidéos, ou si vous avez des questions sur ce qui vient d'être fait. En fait, plus vous interagissez, plus ça aide la chaîne. Donc, c'est une manière de rendre un petit quelque chose aussi. Et donc, de mon côté, je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À tout bientôt.